Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. 62e anniversaire de la fête de l'indépendance. Nous commémorons aujourd'hui la fête de la Renaissance. Dans un instant, évocation d'une page lumineuse de notre histoire, d'une lutte du trône et du peuple pour l'indépendance. Clap de fin sur la COP23. Après 2 semaines de négociations, les représentants de 200 pays à Bonn s'accordent sur le lancement d'un dialogue d'1 an pour aboutir à la révision à la hausse des promesses nationales de réduction des gaz à effet de serre en 2020. Deux regards, nouvelle exposition de l'artiste peintre Mohamed Zouavi, des regards posés sur les univers paysagers d'une nature bien faite dans sa terre natale, le Maroc, et sa terre d'accueil, l'Allemagne. Le Maroc commémore ces jours-ci les 3 glorieuses qui célèbrent la fête de l'indépendance. Et à cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu de nombreux messages de félicitations qui émanent notamment du serviteur des lieux saints de l'islam, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, et du prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, vice-premier ministre et ministre de la Défense, Son Altesse royale le prince Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Message similaire du président de l'État des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, et du vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, et du prince héritier d'Abu Dhabi, chef suprême adjoint des forces armées des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Le souverain a également reçu un message de félicitations du souverain du royaume hachimite de Jordanie, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, également du roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al-Khalifa, et de Son Altesse royale le prince Salman Ben Hamad Al-Khalifa, prince héritier de Bahreïn, commandant suprême adjoint des forces armées bahreïnies et premier vice-premier ministre. Le souverain a reçu aussi un message de félicitations du président de la République d'Irak, Fouad Massoum, du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, du président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, enfin du président de la République du Brésil, Michel Temer. Message royal de condoléances et de compassion à la famille du journaliste et dramaturge Abdallah Chekroun, décédé hier à Casablanca. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion face à la perte d'un authentique dramaturge qui est parvenu par ses œuvres fécondes et ses activités théâtrales et audiovisuelles distinguées à enrichir le répertoire littéraire et artistique national, suscitant l'estime et l'admiration de tous. Le souverain implore le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour les sacrifices qu'il a consentis au service de la patrie. La fête du retour, la fête de la Renaissance et la fête de l'indépendance. Le Maroc commémore fièrement les 3 glorieuses qui symbolisent le triomphe de la volonté du trône et du peuple dans la lutte pour la liberté, l'indépendance et l'unité. 62 ans se sont écoulés depuis, mais l'épopée de la libération de la patrie, de l'emprise du colonisateur est un souvenir toujours aussi vivace et lumineux. Mohamed El Chegr évoque pour nous cette épopée. Après la fête du retour hier, aujourd'hui c'est la fête de la Renaissance et demain celle de l'indépendance. 3 glorieuses qui symbolisent le triomphe de la volonté du trône qu'a incarné le retour d'exil du héros de la libération nationale feu Sa Majesté Mohammed V, l'annonce de la fin de l'ère de la tutelle et du protectorat et l'avènement de l'aube de la liberté et de l'indépendance. Cette épopée historique symbolise la victoire des causes de la nation et ses intérêts suprêmes visant à recouvrer les droits légitimes à la liberté et à l'indépendance. Cette lutte nationale revêt plusieurs significations et symboles qui enrichissent l'histoire marocaine, dont celle d'une symbiose entre le trône et le peuple, qui s'était exprimée notamment via la présentation le 11 janvier 1944 du manifeste de l'indépendance et la visite historique de feu Sa Majesté Mohammed V à Tanger, marquée par un discours royal historique sur l'unité du Maroc et son indépendance. Et c'est en août 1953 que la lutte et les confrontations avec les autorités coloniales ont culminé, lorsque le colonisateur
a exilé le symbole de la nation, feu Sa Majesté Mohammed V, son accompagnant de lutte, feu Sa Majesté Hassan II, et le reste de la famille royale. Le déclenchement de la révolution, la multiplication et l'extension des opérations de lutte et le lancement des opérations de l'armée de la libération ont été couronnés par une victoire historique marquée par le retour glorieux de feu Sa Majesté Mohammed V à la mère patrie. Ensuite, en 1956, l'armée de libération s'est mobilisée pour libérer les parties sud du territoire national sous occupation espagnole, alors que 2 ans après, le discours prononcé par feu Sa Majesté Mohammed V à Mohamed el-Ghazlan, en présence de représentants des tribus du Sahara marocain, a été décisif quant à la détermination du Maroc à aller de l'avant dans le recouvrement de ces terres spoliées au Sahara. Puis le Maroc a pu récupérer Tarfaya en avril 1958. Cette révolution fut suivie par le parachèvement de l'unité territoriale sous la conduite de feu Sa Majesté Hassan II, par la récupération de Sidi Ifni en 1969, des provinces du Sud après l'organisation de la Marche verte en 1975, et ensuite la province de l'Oued Dahab le 14 août 1979. Aujourd'hui, le peuple marocain vit une nouvelle ère sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI vers plus de progrès et de modernisation en faveur de la préservation des acquis démocratiques. Et les jeunes s'associent à ces commémorations qui renvoient aux vraies valeurs de patriotisme, de citoyenneté positive et de bonne conduite. Aux 4 coins du royaume, l'heure est à la célébration. Des spectacles artistiques et autres prestations prennent place, notamment dans des établissements scolaires. Reportage à Rabat, Mounia Marouche. Des chants nationaux résonnent place 16 novembre auprès de la Tour Hassan et du mausolée du Père de l'Indépendance. Une date clé, symbole du recouvrement de la souveraineté et de l'unité nationale. Ces enfants rassemblés autour de sentiments et aspirations communs célèbrent le 62e anniversaire de la fête d'indépendance. Je suis heureuse de participer à la célébration de la fête de l'indépendance, initiée par le Haut Commissariat aux anciens résistants et membres de l'armée de libération. L'essentiel, c'est la participation à travers une pièce de théâtre ou une représentation chorégraphique. Nous célébrons le retour d'exil de feu Sa Majesté le roi Mohammed V. C'est une occasion de commémorer la fête d'indépendance. جلالة المغفور له محمد الخامس من الملفى. Cette page glorieuse de l'histoire du Maroc se dévoile pour les nouvelles générations. Une exposition de documents, d'archives, de photos et d'essais illustre les sacrifices du trône et du peuple marocain pour la liberté du Maroc et son intégrité territoriale. Ce stand mobile contient des photos et des documents d'histoire. Cet aperçu historique permet aux enfants une immersion dans leur histoire, notamment le contexte historique de l'indépendance. Inculquer les valeurs de la citoyenneté, du patriotisme et l'édification de la mémoire nationale pour renforcer l'attachement de ces jeunes à leur patrie et à ses valeurs. Musique, chant et chorégraphie, autant d'activités artistiques ludiques qui ont un but didactique sur les enseignements de l'épopée de l'indépendance. Séance plénière cet après-midi à la Chambre des représentants pour la discussion et le vote du projet de loi de finances 2018 dans son ensemble.
Ces derniers jours, la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants avait approuvé 70 amendements de ce projet, soit près de 41% des 223 amendements présentés au total. Ces amendements concernent notamment l'exonération de taxes sur les chaises roulantes à moteur électrique destinées aux personnes à besoins spécifiques, ainsi que l'exonération de l'Institut de recherche sur le cancer d'une taxe d'importation minimale de 2,5%. Les travaux de la COP23 prennent fin à Bonn après 2 semaines de négociations sur fond d'appels pressants à agir d'urgence pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015. L'ONU et la partie à la Convention onusienne insistent sur l'impératif du respect par les pays riches de leur engagement pour aider les pays en développement à s'adapter aux conséquences néfastes des gaz à effet de serre. L'Afrique demeure l'une des régions les plus touchées par les effets de ces dérèglements. À Bonn, des ONG et autres acteurs de la société civile du continent monte au créneau. Abdelhadi Jahfi, Souad Anachet. Une ambiance colorée et bon enfant à quelques heures de la clôture de la COP23 à Bonn. Des ateliers, workshops et autres démonstrations animées par des institutionnels et acteurs non étatiques ont été l'occasion pour lancer des appels pressants en faveur de l'urgence de financement en vue de renforcer la résilience des États, notamment les plus vulnérables face aux effets dévastateurs du réchauffement climatique. Les réactions sont mitigées. Je pense que cette COP n'a pas vraiment encore atteint ses objectifs. Il reste beaucoup à faire parce que nous attendons des initiatives concrètes en Afrique. On nous parle à chaque fois de financements qui sont décaissés par les grosses organisations, mais concrètement en Afrique, on ne voit pas les résultats. Et donc on attend tous qu'au bout d'un moment, on passe de la parole à la réalisation d'actes concrets dans tous les pays africains. Aujourd'hui, mettre en place les moyens pour financer l'infrastructure d'abord dans les villes, mais aussi tous les enjeux de l'adaptation dont souffre le continent africain de façon générale est primordial. Donc nous, notre appel, c'est de respecter, non seulement de respecter les engagements financiers, mais aussi de mettre en place les moyens pour permettre à nos pays de financer l'adaptation climatique. Les participants ont plaidé pour l'opérationnalisation des engagements et décisions de l'accord de Paris et ceux de l'action de la COP22 à Marrakech en faveur du climat et du développement durable. Aucun rétropédalage ne sera toléré. Ce que nous voulons voir à l'avenir, c'est un usage plus accru des énergies renouvelables. Il va falloir s'orienter vers des énergies vertes, propres, en s'éloignant progressivement des énergies fossiles. To renewable energies and that we go more on yes to green and less on no to fossil fuels. Il y en a. L'argent, il y en a. Mais il faut que tout le monde puisse être conscient de ce qui se passe, d'abord. Et autre chose, il faut qu'on écoute les gens qui, normalement, ne sont pas écoutés. Pays développés et en développement ont réaffirmé leur détermination à respecter leurs engagements issus de l'accord de Paris, limiter la hausse de la température mondiale au-dessous de 2 degrés Celsius et s'efforcer de ne pas dépasser 1,5 degré. Les pays riches sont appelés à honorer leurs engagements, ceux de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour soutenir l'adaptation climatique des États fragiles. L'appel sera-t-il entendu? C'est toute la question. À la une également, Rawa, dernière localité tenue par les terroristes de Daesh en Irak, est tombée. Cette localité est située dans l'immense province désertique d'Al-Anbar, frontalière de la Syrie. L'assaut avait été lancé ce matin. Les opérations de nettoyage et de déminage des nombreuses bombes et autres explosifs se poursuivent. À ce jour, l'organisation terroriste a perdu 95% des zones qu'elle contrôle dans le pays. Après la libération de Rawa, les forces irakiennes continuent de ratisser de larges pans du désert le long de la Syrie pour en chasser les derniers terroristes. C'est toujours la confusion au Zimbabwe et énormément d'incertitudes. Le président Robert Mugabe, assigné à résidence par l'armée, a fait aujourd'hui sa première apparition depuis le coup de force militaire.
Le chef d'État, 93 ans, s'est rendu dans une université de la capitale pour inaugurer une cérémonie de remise de diplôme. S'agit-il de la dernière apparition de Robert Mugabe en tant que chef de l'État? Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, a en tout cas fait savoir qu'il se préparait à mettre à l'écart et qu'il engagera une procédure de destitution s'il refuse de démissionner. Pennsylvanie, aux États-Unis, un incendie a ravagé une maison de retraite à Westchester, à environ 56 km de Philadelphie. Une vingtaine de personnes âgées ont été blessées et hospitalisées selon les secours. Le feu s'est rapidement propagé aux différents bâtiments du complexe du centre pour personnes âgées. Pour l'heure, les causes de l'incendie sont indéterminées. Le digital et la qualité dans l'enseignement supérieur, c'est le thème retenu à la 21e édition de la Semaine de la qualité à l'Université Hassan II de Casablanca. Il est question de débattre de la relation entre le concept qualité et le digital en relation avec l'essor que connaît le secteur au Maroc, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sarah Katir. L'Université Hassan II de Casablanca célèbre la 21e édition de la Semaine nationale de la qualité. Le thème choisi cette année est la relation entre le concept qualité et le digital dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La qualité est la préoccupation de tout le monde. C'est une préoccupation de l'université marocaine et essentiellement l'université Hassan II de Casablanca. Donc une grande université avec plus de 100 000 étudiants. Donc la qualité est quelque chose de primordial. Donc à l'échelle de l'École nationale de commerce et gestion Casablanca, cette journée tombe à point puisqu'elle aborde et le numérique et la qualité de l'enseignement supérieur. La qualité, c'est une idée, mais c'est aussi un voyage. Et c'est pas une fin en soi, c'est seulement pour arriver à un objectif qui est celui d'améliorer les conditions de l'enseignement et notamment de l'enseignement supérieur pour atteindre les objectifs de développement social, économique et je dirais de bien-être de tout le monde. La mutation vers le digital permettra aux étudiants d'être mieux préparés afin d'affronter les changements de la nouvelle économie mondiale. On parle ici de digital et la qualité de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, c'est plus question de papier et stylo, c'est plutôt développé avec utilisant le digital. L'information, c'est partout. Il faut savoir la chercher, la trouver. Le digital n'est plus un choix pour nos universités, mais une nécessité. La mutation digitale permettra de relever les défis de l'internationalisation et de la compétitivité croissante des institutions de l'enseignement supérieur dans le monde. L'espace Rivage de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger abrite une nouvelle exposition consacrée aux artistes marocains qui évoluent sous d'autres cieux. Cette fois-ci, c'est au tour du plasticien et sculpteur maroco-allemand Mohamed Zouavi de présenter ses dernières créations. De regard est une exposition empreinte de beaucoup d'impressionnisme qui donne à voir les richesses paysagères du Maroc et d'Allemagne. Yassil Maazi et Zakaria Moukenbila ont été au vernissage de l'exposition. Des paysages sublimes d'Allemagne et d'autres du Maroc. Dans ces toiles, l'artiste Mohamed Zouavi dévoile des ressemblances frappantes entre les paysages dans les deux pays, dans des œuvres où se croisent réalité et interprétation. Ce sont des gens dans leur vie de tous les jours et des couleurs mises en exergue avec une touche raffinée et élégante. Je travaille dans un style impressionniste. Dans ces tableaux, je représente des paysages naturels, des fleuves, des souks ou des montagnes. J'ai essayé d'offrir deux regards sur l'Allemagne et le Maroc. Cette exposition de Si Mohamed Zouavi m'a un peu retourné en arrière dans mes activités de peinture. C'est un style qui est très connu, qui est ancien. Il reflète la vie et le charme de notre pays. L'artiste montre des villes et des localités et restitue le caractère authentique de ces régions. Le visiteur peut apprécier ces représentations dynamiques et pleines de lumière. Les techniques sont inspirées de l'impressionnisme ou de peintres allemands.
en plus des références culturelles du pays d'origine de l'artiste. J'ai énormément aimé l'exposition, surtout l'idée en fait de base, parce qu'il essaye de montrer qu'il y a deux visions. Enfin, on peut voir les deux cultures, on peut voir que les deux cultures se ressemblent, mais qu'elles ont des différences. Et il montre qu'elles se ressemblent à partir des différences. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pour moi, ça montre l'amour envers le pays, le Maroc, et aussi l'amour envers l'Allemagne. Mais surtout, c'est l'amour du Maroc et son attachement envers eux. C'est son manque de pays natal qui lui fait remarquer tous ces détails dans son pays de résidence. Mohamed Zouaoui est né en 1949 au Maroc. Il émigre en 1969 en Allemagne pour poursuivre des études d'art plastique à Stuttgart. Installé dans la région Souabe, il se distingue avec des productions de haut niveau. L'exposition se poursuit à Rabat jusqu'au 15 décembre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Kaïs Mouassine. Au plaisir de vous retrouver demain.